Le sans-papier, il n'a pratiquement aucun droit, rien du tout. Et encore moins l'accès aux soins de santé, c'est la chose la plus difficile pour lui. Il existe quelque part cette politique où on voudrait qu'il ait droit aux soins de santé d'aide urgente. Mais ce n'est pas à donner à tous les sans-papiers. Tu vas rencontrer que des personnes, par exemple, parce qu'ils ont demandé l'asile, ils ont un numéro national pendant qu'ils sont en procédure et ils peuvent avoir accès à cette demande. Et déjà, il faudrait déjà que le sans-papier soit informé à partir du CPS qu'il faut demander cette aide urgente. Parce que tu ne peux pas te présenter comme ça à l'hôpital, soit au moins on va te demander ça. Donc l'accès est quasiment impossible. Déjà, pour qu'on t'enregistre pour des raisons de santé, on va toujours te demander la carte d'identité. Et tu t'imagines quelqu'un qui est sans papier, il n'a pratiquement rien. Il est exclu de la société. Donc, il n'a pas accès aux soins de santé. Sauf quelques cas rares quand peut-être tu es accompagné par une assistante sociale qui est en train de faire les démarches pour toi ou alors une association qui t'a récupéré. Et déjà, il faudrait déjà que tu sois visible auprès des associations ou alors que tu aies le bon renseignement qu'il faut pour trouver la personne qui va te guider. Donc, se lever comme ça et dire qu'on ira pour demander l'aide ou bien être sûr qu'on peut avoir gros soins de santé, c'est impossible. Déjà, la personne sans papier, en elle-même, vit déjà dans la peur d'être visible, la peur d'être stigmatisée par tous les maux, toutes les humiliations que cela peut aussi accompagner, dans le sens où on sait que vous êtes une personne sans papier. Alors, une personne sans papier a-t-elle droit aux soins de santé en Belgique? Je dirais oui. Oui, mais ça dépend. Elle n'a pas accès à tous les soins de santé parce que au niveau des soins de santé, il y a des catégories et il y a des catégories dites urgentes. Et dans ce micmac, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est urgent ou pas. Donc oui, elle a accès, mais pas à tout. Donc elle a accès à certains soins de santé grâce à l'aide médicale urgente, mais ça ne couvre pas tous les soins de santé, tous les types de soins de santé. Et c'est suite à une demande que la personne doit faire, c'est pas automatique. Sincèrement, pas totalement. Elle n'a accès qu'aux soins de santé si elle a obtenu l'aide médicale urgente. C'est vraiment le seul droit qu'elle a pour pouvoir se rendre en milieu hospitalier ou chez un médecin. Les personnes en séjour illégal ont accès à l'aide médicale urgente. Donc, ce sont des soins préventifs et curatifs ou des soins en ambulatoire ou en hôpital directement. C'est à demander avant toute chose au CPS du lieu de résidence. Donc, pas de domicile, mais bien une résidence. C'est à demander préférablement 30 jours avant les soins, puisque le CPS a une décision de 30 jours, un délai de 30 jours pour prendre la décision. Mais ça peut être aussi en urgence, donc c'est-à-dire quand on arrive à l'hôpital en urgence, il faut signaler à l'infirmière qui prend l'inscription qu'on demande l'aide médicale urgente. Sinon, on est facturé, mais à plein prix. C'est le seul accès que les personnes sans papier ont. Maintenant, il existe aussi l'aide médicale normale, donc c'est-à-dire que c'est des soins de santé, des frais de soins de santé qui sont pris en charge par des personnes qui n'ont pas ou peu de revenus ou qui peuvent avoir un souci en immédiateté et qu'à ce moment-là, les soins peuvent être pris en charge par le CPS. Mais c'est aussi à demander au préalable. C'est surtout que toutes les personnes ne sont pas informées sur ce droit. Et ça demande quand même une démarche, ça demande la démarche d'aller au CPAS, donc au Centre public d'action sociale, faire la demande, ce qui peut être un gros frein parce que tout ce qui touche à l'administratif, tout ce qui touche au fait de donner ses informations, donner son adresse, être identifié,
ça constitue un gros stress pour les personnes sans papier qui peuvent avoir peur d'être localisées, qui vivent parfois qui font tout pour vivre dans la discrétion, de peur d'être localisées. Donc c'est une procédure qui peut paraître facile, mais il faut remettre ça dans le contexte de la vie d'une personne qui est sans papier ici sur le territoire. C'est plutôt stressant. Alors selon moi, la procédure est loin d'être facile d'accès. Déjà, il y a cette démarche de prendre un rendez-vous, par exemple déjà chez le médecin, de trouver un médecin de famille, médecin traitant qui accepte de nouveaux patients. Ça, c'est déjà une chose, qui accepte de faire l'AMU, parce qu'il y a des médecins qui refusent. Ensuite, il y a la démarche aussi vers le CPS, il y a la démarche physique, le déplacement qui n'est pas toujours évident pour les personnes de se déplacer, que ce soit en moyen de transport ou autre. Donc pour moi, c'est une procédure très compliquée. Et on vit quand même dans un pays où le papier est roi. Donc voilà, on est face, je vais dire, à toute cette problématique de déplacement, de compréhension qu'il faut X papiers, de trouver un médecin, de pouvoir avoir le moyen de téléphoner au médecin aussi pour pouvoir prendre rendez-vous. Et au-delà de ça, toujours cette crainte de l'identité. On donne l'identité, cette crainte je vais dire, d'être dévoilé ou etc. quoi. A priori, est-ce que justement il y a une facilité administrative par rapport à ces soins de santé qui semblent être accessibles? Je dirais, au niveau administratif, c'est un peu compliqué parce que, en théorie, pour pouvoir avoir accès à des soins de santé, il faut avoir une adresse, il faut être domicilié quelque part pour pouvoir avoir un levier. Et si on n'est pas domicilié, malheureusement, ça devient très compliqué. Donc sur le plan administratif, je dirais quand même que c'est une paire de manches. On n'est pas sans papier, on arrive à l'hôpital comme ça et puis on dit voilà, je suis sans papier, je suis très très malade, soignez-moi. Non. Donc voilà, il faut quand même démontrer que tu as une résidence, et pour démontrer qu'on a une résidence, c'est pas facile. Donc sur le plan administratif, c'est très compliqué. Comment vivent cette personne par rapport à la démarche administrative? Je dirais qu'elles vivent ça un peu très mal, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand une personne est sans papier, ça dépend de comment est-ce qu'elle a perdu ses papiers. Il y a des gens qui viennent déjà sans papier, il y a des gens qui perdent leur papier. Et ceux qui perdent leur papier culpabilisent encore 2 fois plus, parce que si on leur demande par exemple de quitter le territoire, c'est encore un peu plus compliqué. Donc si vous demandez par exemple que ce soit cette catégorie ou l'autre catégorie de personnes, de toutes les façons, à un moment donné, de partir, d'avoir ce pan administratif, de retourner, de reconstituer ce pan administratif, ils ont peur. Ils ont peur peut-être de se retrouver dans une adresse, un lieu de résidence où on peut venir du jour au lendemain les interpeller, leur demander de retourner chez eux. Bon, voilà, d'aucuns diront oui, mais non, c'est pas comme ça, etc. Mais dans leur esprit, en règle générale, ils ont toujours peur de se faire interpeller. Donc en général, c'est des personnes qui vivent ici et ailleurs, qui bougent, et qui évitent de rester longtemps dans le même endroit, parce qu'effectivement, ils ont peur qu'on les interpelle, quoi. Donc, du coup, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Parce que, et quand tu as ce manque d'informations rassurantes, parce que c'est ça le vrai enjeu, c'est d'avoir des informations rassurantes pour que justement ces personnes puissent comprendre que si elles ont une résidence, elles peuvent activer certains leviers. Mais malheureusement, c'est plus fort que mentalement, c'est très très difficile de pouvoir leur convaincre. Et qui les convainc? Qui? Quelles sont les structures qui sont mises en place pour réellement les convaincre que voilà, n'ayez pas peur, etc. Et comment est-ce qu'on peut les rassurer? C'est ça. Le CPS n'a pas le droit de diffuser les informations qu'il recueille des personnes, mais c'est vrai que ça reste quand même une angoisse pour les personnes. Et c'est vrai que personnellement, quand j'encourage les personnes à faire cette demande, parce que j'encourage, c'est un des seuls droits qu'il est possible d'avoir en tant que personne sans papier, j'essaie vraiment de les rassurer sur le fait que le CPS ne diffusera pas leurs informations, mais c'est vrai que ça reste très très anxiogène pour les personnes.
vous allez voir que vivre tout le temps dans la peur, c'est un traumatisme. Le sans-papier, il est abandonné à lui-même. Il n'a jamais de psychologue qui vont peut-être l'accompagner dans cette situation. Il vit de lui-même, il ramasse les informations comme ça, comme l'homme de la rue, parce qu'il entend aussi parler. Donc le sans-papier, au niveau de l'emploi, ça aussi c'est impossible. D'ailleurs, le gouvernement fait la chasse du travail en noir. Et moi, je me suis toujours posé même cette question, travail en noir, on dit travail en noir. Moi, je ne vois pas pourquoi il parle de travail en noir. Parce que quelque part, je voudrais partir d'une image, en ce sens où quelqu'un qui travaille en noir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est peut-être venu nettoyer ton sol et tu lui as donné quelque chose. Parfois, des gens comme ça, ils se retrouvent qu'ils ont la maladie de la cramblotte. Des personnes qui ont des mains qui tout le temps tremblent et d'autres sont facilement vulnérables au niveau du tabagisme et de l'alcool. Parce qu'ils savent que le seul moyen de noyer leurs soucis, de ne pas se laisser abandonner par le trouble de la pensée, ils préfèrent se laisser emballer par le tabagisme et puis il se saoule et il sait qu'il a passé la journée. Donc c'est un phénomène qui montre encore combien de fois la santé est dégradée. Et à la limite même, déjà même le fait de rester sans papier, ne fût-ce qu'un mois, parce qu'il y a des gens qui font à plus de 10 ans, ça a déjà diminué l'espérance de vie de cet être humain. Vivre une incertitude totale, la peur, dont la santé est totalement dégradée. Moi, j'aimerais même que parfois les scientifiques essayent un peu d'analyser une personne qui est arrivée pleine d'énergie et qui peut-être un moment a vécu le sans-papier. On va voir que sa santé a totalement dégradé. Alors, donc, je suis membre d'IDE, qui est le réseau d'initiatives pour les droits des étrangers. Et en fait, on a vraiment 3 axes importants, à savoir un axe de sensibilisation, donc qui va être justement parler au grand public, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, mais aussi à des associations ou à des institutions, expliquer ce que vivent les personnes d'origine étrangère, quelles sont les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, essayer de favoriser aussi les rencontres interculturelles. On peut avoir des actions spécifiques, par exemple, comme pour l'instant, il y a une campagne pour la régularisation des sans-papiers. IDE rentre dans la sensibilisation, en fait, rentre dans ce cadre pour IDE. À côté de ça, on a aussi tout un axe autour de supervision, d'intervision. Donc là, c'est des travailleurs des différentes associations qui composent IDE qui peuvent venir se rassembler lors d'une réunion et parler d'un cas spécifique pour lesquels ils auraient besoin de clés, d'outils, ou si le cas est plus compliqué à vivre ou autre. Et enfin, on a un dernier axe qui est plus un axe de veille politique, où là, on reste attentif à toute l'actualité. Le projet d'IDE par rapport à l'accès aux soins de santé, je vais dire qu'il s'articule autour de 2 pôles. En fait, en 2019 déjà, il y a eu un événement qui a été organisé par une autre ASBL dont plusieurs associations sont aussi membres, à savoir la ASBL Pop-up Virus Culturel, qui, dans le cadre de rencontres interculturelles, avait émis des constats d'abord, et puis des revendications, des recommandations pour les institutions publiques. Et dans ces groupes, justement, la thématique de la santé était apparue. Et donc, ils avaient fait plusieurs constats, tels que les difficultés au niveau des traductions dans les centres de santé,
comme le fait aussi que, par exemple, le régime alimentaire d'une personne n'était pas respecté selon ses coutumes quand elle va à l'hôpital, par exemple, des difficultés d'accès au niveau de la l'AMU. Enfin, il y avait vraiment tout un cahier de constats et de revendications qui allait avec, en disant bah, tiens, comment on pourrait faire et autres. Et dans ce cadre, en fait, avec IDE, est née l'idée d'interpeller les intervenants de santé, médecins d'Ambroise Paré, psychologues à Sémaphore, l'ONE aussi, et de leur demander d'assister à une conférence débat et donc de pouvoir parler avec eux, justement, là c'était principalement de l'AMU. Et lors de cet événement donc, qui avait lieu en décembre 2019, a émergé en fait une proposition qui était de mettre justement les intervenants santé autour de la table avec les associations et de pouvoir, porter nos revendications, dire voilà, nous on a constaté telle chose dans le cadre de différents projets, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place peut-être et qu'on n'est pas au courant. Et comment en fait on peut mieux s'articuler l'un et l'autre et se renforcer et pouvoir s'aider dans des cas particuliers. Et de cette proposition, en fait, bon, on a eu toute la période Covid, etc., mais on a quand même réinterviewé les différents intervenants qui étaient là. Et on leur a dit, ben voilà, est-ce que malgré la période actuelle, vous êtes toujours partant pour cette idée? Ils ont accepté et du coup, ici, on a plusieurs rencontres. Alors, le projet se met en place pour l'instant, mais on a déjà eu plusieurs rencontres avec que ce soit le CPS de Mons, que ce soit l'ONE, que ce soit Médecins du Monde, Ambroise Paré aussi, comme je disais. Et là, on est en train de construire, voilà, comment on peut faire réseau ensemble, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes aussi par rapport à la thématique rencontrée par IDE. Et du coup, bah, on leur propose des formations ou s'ils ont besoin de fiches outils. Et c'est aussi un endroit qui leur permet, entre eux, de se dire, bah, tiens, nous, quand on a tel cas, vers qui on peut le relayer, de pouvoir mieux connaître le réseau de santé dans tout Mons-Borinage et de relayer selon les difficultés ou les particularités des cas rencontrés. Vous voyez ce courage-là où quelqu'un n'a plus peur de mourir. Il accepte de s'absorber par la famine, dégrader une grève de faim qui dégrade sa santé jusqu'au micron près. Ça montre que la personne, même le bon sens, est déréglé. Tout simplement parce que rien ne vaut vraiment la santé psychologique. L'être humain, je crois qu'il est beaucoup plus lié au niveau de sa psychologie. Une fois que tu es touché, ta mort est anticipée. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un peut faire une grève de faim à plus d'une semaine et insister? Mais ça montre la gravité de cette vie de sans-papier jusqu'à risquer sa santé à ce point. Donc c'est vraiment quelque chose... Moi, c'est aussi en même temps une interpellation au niveau des pouvoirs publics. Il faut juste un peu de bonne volonté. C'est l'humain. Et même les animaux ont des gloires. On ne peut pas laisser des fois un animal qui est errant, on cherche à le canaliser. Pourquoi les personnes sont-elles abandonnées? C'est ça la question. Même s'il y a des craintes qu'on essaye de donner la vie, tout le monde a droit à la vie. Je crois que c'est le fondement même de la loi. Tout le monde a droit à la vie. Tout le monde a droit à la santé. En tant qu'être humain, c'est la première des choses.